Et dans une attitude de profonde humilité, de demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ces... Il n'y a pas de parti unique au Congo. Nous sommes, un parti national et nous ne sommes pas un parti unique. Parti unique suppose quelque chose qu'on impose. Nous n'imposons rien. Et même dans le monde entier, tous les pays qui ont été brusquement attaqués, qui n'étaient pas bien préparés, il leur était difficile de repousser l'ennemi dans une année. Faites le tour du monde, vous verrez. Nous allons aussi améliorer l'aménagement et l'équipement du territoire national, dans le sens d'une meilleure connexion entre ces différentes composantes et un meilleur cadre de vie pour nos populations tant urbaines que rurales. Une élection en un tour, on pense que tout a été dit. Qu'est-ce qui ne l'a pas été pour que, comme vous, apparemment vous en êtes persuadé, pour que, comme vous, tout le monde adhère à cette option qui continue de faire couler beaucoup d'encre? Mais ce qui n'a pas été dit, et c'est sur lequel les Congolaises et les Congolais qui s'opposent à la révision ne veulent pas dire, c'est que ce soit au premier tour ou bien au deuxième tour, mais nous ne cherchons qu'à élire un président, un seul, pas deux, d'une part. Mais si c'est cela le souci de tout le monde, est-ce qu'il faut faire autant de dépenses? Parce qu'après tout, quand on parle de légitimité, tous les 60 millions de Congolaises et Congolais ne vont pas au vote. Ça, c'est une vérité. Il n'y a que ceux qui sont enrôlés qui vont au vote. Et parmi ceux qui sont enrôlés, tous ne votent pas. Donc c'est moins de la moitié des Congolaises et Congolais qui votent. Et parmi ceux qui votent au premier tour, au deuxième tour, il y a des gens qui ne vont pas au vote. Alors, on peut quand même épargner aux Congolais toutes ces peines-là, et je crois que le faire n'est pas une mauvaise chose. Les volets économie, parce que nous avons déjà un budget qui est faible, même si on devait économiser seulement $1 million, ça sert à quelque chose, à mon avis. Mais ça a été... On peut utiliser utilement à faire quelque chose de concret dans l'intérêt des Congolaises et des Congolais au lieu de dépenser dans les élections dont l'objectif est connu, élire un seul président. Mais ça a été dit, ça ne convainc pas tout le monde. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Pourquoi est-ce que cette question divise autant l'opinion? Mais savez que nous sommes dans un pays démocratique. Et étant dans un pays démocratique, on ne peut pas dire que tout le monde doit penser comme la famille politique du chef de l'État. C'est ça que nous devons savoir. Et même dans la famille politique du chef de l'État, nous ne disons pas que tout le monde pense de la même manière. Et c'est plutôt la volonté de la majorité, au sein de la majorité, qui a triomphé et que tout le monde a soutenu, finalement, parce qu'avant, il y a eu un débat interne. L'UDPS est de retour dans l'arène politique. Hier absent du processus électoral pour lequel il avait demandé le boycott de ses militants, aujourd'hui, il demande à être membre de la future Commission électorale nationale indépendante, alors que la désignation des membres de cette institution relève des membres des actuelles institutions qu'il avait boycottées. Certains accords semblaient avoir été pourtant conclus. Le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, a même, à Bruxelles, où il réside depuis de longs mois, rencontré de ses pairs qui avaient promis ce qui leur semble aujourd'hui difficile à réaliser. Ce qui nous pousse à dire qu'avant même les grands débats publics,
l'Union pour la démocratie et le progrès social revient dans l'arène dans des discussions à huis clos où il pourrait ne pas obtenir ce qu'il souhaite tant. Notre invité de ce jour est Alexis Moutanda, le secrétaire général de l'UDPS. Monsieur Alexis Moutanda, bonjour. Bonjour. À Bruxelles, notamment, il y a des émissaires du côté MLC qui approchent l'UDPS. Ça veut dire qu'il y a quand même, on envisage quelque chose à faire ensemble avec le mouvement de libération du Congo. Mais mon cher ami, je crois que ça va de soi, ça va tout à fait de soi. Vous avez vu vous-même que pour les démarches que nous faisions ou que nous continuons à faire encore, disons pour obtenir ce poste, disons à la CENI, nous sommes obligés évidemment de travailler avec l'opposition parlementaire. Et dans l'opposition parlementaire, ceux qui sont à l'Assemblée nationale, le groupe du MLC est le plus important. Il est tellement même important que, donc, il était tout à fait évident que nous puissions approcher le MLC. Et alors, ce principe de l'ascenseur a été évidemment est revenu sur la table. Nous vous envoyons l'ascenseur et à quel moment vous pouvez aussi nous le renvoyer. Et ça, ce sont des choses évidemment qui se discutent. Monsieur Thomas Louaka, j'étais tenté de vous poser la question en cas d'alliance, vers quel candidat irez-vous? Mais vous venez de dire que vous n'avez pas encore levé l'option. Mais ma question est la suivante. Où sont les avancées et les retards dans les tractations au sein de l'opposition actuellement? Merci beaucoup. On avait juste le premier point, le premier avancée, c'est la prise de conscience. Aujourd'hui, toute l'opposition congolaise a conscience d'une chose. Le fait qu'on a modifié la Constitution en ramenant les élections présidentielles à un seul tour, tout le monde a pris conscience que la survie ou de l'opposition, ou bien les chances de gagner ces élections, ne résident que dans l'unité, dans l'union de l'opposition. Il faut qu'on se mette ensemble. Cette prise de conscience est essentielle. Aujourd'hui, tout le monde, que vous allez dans les grands partis politiques de l'opposition, ils ont cette conscience. C'est déjà une très bonne chose. La deuxième chose, il y avait des divergences au sein de l'opposition sur la méthode d'approche et de cette, comment allons-nous arriver à cette union de l'opposition, à cette unité de l'opposition. Nous, les MLC, nous proposons les renforcements des capacités de chaque formation politique, parce qu'une alliance politique, c'est une conjugaison des forces et non pas des faiblesses. Chaque parti politique se renforce. Deuxième étape, on se met autour d'une table pour parler de la question qu'est-ce qu'on fait demain, le lendemain de la victoire aux élections. Bon, mon cher ami, vous savez, pour arriver à une plateforme ou pour arriver à un partenariat, surtout quand il s'agit de partis politiques, je crois qu'il faut quand même un peu, y aller de manière vraiment systématique. Vous vous rappelez que pour la conférence nationale, il y avait l'union sacrée. Je crois que tout le monde se rappelle un peu comment cette union sacrée a commencé, comment elle s'est terminée. Vous vous rappelez également que lorsque nous sommes allés en Afrique du Sud pour le dialogue intercongolais, comment les choses se sont passées, tout cela. Donc, il est tout à fait évident que qu'un parti politique, avant de vraiment de se jeter, dans une plateforme ou dans qu'il puisse d'abord nettoyer dans sa cour, nettoyer sa propre maison, qu'il puisse d'abord renforcer ses structures, qu'il puisse d'abord, sensibiliser ses propres combattants et ses propres fidèles, de telle manière que lorsque vous entrez dans un partenariat, que vous puissiez savoir évidemment sur qui vous pouvez. Et puis ensuite, ce que j'ai toujours dit, évidemment là c'est un peu mon opinion personnelle, c'est que on ne peut pas embrasser tout le monde en politique. On parle ici des forces du changement. Et les forces du changement, il faudrait encore définir ce que cela veut dire. Et vous partez par exemple au premier tour, seul, quitte à constituer une majorité éventuellement autour de vous si... C'est aussi une possibilité. Mais vous savez, un parti politique comme le nôtre, qui a basé pratiquement toute sa lutte sur 3 axes. Le premier axe, c'est la démocratisation du pays. Nous entendons surtout par démocratisation, le respect du principe de l'alternance. C'est-à-dire les bons
gère et continue. Et les mauvais, quand ils arrivent à destination, ils s'arrêtent et puis ils débarquent et puis on met... Donc c'est ce principe de l'alternance. Bons et mauvais désignés par les électeurs, attention. Oui, bon. Mais c'est les électeurs eux-mêmes qui se rendent compte, ne vous en faites pas. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur le terrain, beaucoup d'électeurs se rendent compte qui est bon, qui n'est pas. L'approche de l'UNC. Notre approche, c'est l'approche qui privilégie les valeurs, qui ne parle pas des individus. Et je m'en explique. Moi, je vois 3 piliers autour desquels on peut consolider l'unité de l'opposition. Le premier pilier, moi je me dis, nous n'allons pas nous partager la peau de l'ours sans l'avoir tué. Il faut d'abord que nous soyons sûrs que nous aurons le pouvoir. C'est-à-dire nous devons mener d'abord le combat de la transparence pour éviter le plus possible la tricherie qui est l'arme redoutable de l'adversaire en face. Et pour cela, nous avions commencé par la mise en place de la CENI, mais nous devons continuer la bataille. Il y a l'enrôlement, ça se passe comment? Nous devons ouvrir les yeux pour savoir comment ça se passe et dénoncer tous les ratés. Nous disons, nous devons nous rassurer que très prochainement, la Cour constitutionnelle sera mise en place et toutes les différentes cours au niveau des provinces. Nous devons être sûrs que l'autorité des médias sera là pour nous permettre aussi d'avoir accès aux médias officiels et autres. Nous devons être sûrs que nous serons sécurisés pendant les élections. Et nous devons être sûrs que les résultats, une fois proclamés, seront acceptés par le pouvoir en place quand il va perdre le pouvoir. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, nous disons, l'opposition peut aussi renforcer son unité autour de la sensibilisation de notre population, qui a été désabusée en 2006 et qui aujourd'hui commence à se demander est-ce qu'il vaut encore la peine d'aller aux élections, puisque après les élections, c'est pire qu'avant les élections. Donc la démocratie n'a pas apporté les changements attendus. Les viols, les violences faites à la femme, c'est multiplié par 4. Puisqu'aujourd'hui, peut-être vous ne le savez pas, 48 femmes sont violées au Congo chaque heure. Donc 1152 femmes par jour, c'est un drame humanitaire. Et donc nous devons sensibiliser la population de ne pas perdre espoir en lui disant qu'un autre Congo est possible. Nous devons sensibiliser la population, si c'est que ça signifie cocher à côté du visage de Vital Kamerhe ou d'Etienne Tshisekedi ou de Joseph Kabila ou de tout autre candidat et prendre le bulletin, mettre dans l'urne. Ça signifie que vous donnez le pouvoir à ces messieurs-là. Est-ce que vous êtes sûr qu'il incarne vos espoirs? Est-ce que vous êtes sûr qu'une fois au pouvoir, parce que seulement il parle votre dialecte, il va réaliser vos attentes? Et nous disons, le troisième pilier de la consolidation de l'unité de l'opposition, c'est que nous puissions mettre en place un secrétariat technique de l'opposition pour que nos différents programmes éparses, nous puissions dégager de ces programmes les grandes lignes directrices pour un programme, un document que l'opposition va présenter à l'opinion nationale et internationale comme alternative crédible. Donc, nous disons, nous devons nous mettre ensemble, et une fois ensemble, nous pouvons maintenant parler des questions qui fâchent. Le portrait de celui qui va porter l'étendard de l'opposition, puisqu'on connaît l'adversaire. Et on peut définir donc les qualités que doit comporter le candidat qui va incarner toute la lutte de l'opposition. Si c'est M. Étienne Tshisekedi, notre vieux, à qui nous devons beaucoup de respect, nous allons le soutenir. Nous allons nous rabaisser et dire, bon, c'est lui, on le soutient. Mais s'il est établi que c'est moi ou quelqu'un d'autre, le vieux doit être aussi disposé à dire, oui, c'est celui-là qui a le plus de chances de battre Kabila, parce qu'il faut tenir compte de la géopolitique congolaise. C'est-à-dire nous avons l'Est, nous avons le Centre, nous avons l'Ouest. Nous devons tenir compte du mécanisme de report de voix. Qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est faisable, le mot d'ordre. Et donc, nous devons ici nous oublier nous-mêmes et privilégier avant tout l'intérêt national. Moi, je suis prêt à le faire. Que les autres disent aussi la même chose. C'est-à-dire que mikolo oyo eza koya soki biso ba congolais tofongoli miso te eloko ya malonga ekoleka te tokokota lisusu na mikakatano oyo babengi yango crise de légitimité. Oyoki ndenge nautaki koloba soki totali mayema za koleka ekolo ya biso tokoki koloba te na 2011 maponami makosalama te. Pour moni révision affichée électorale te lelo oyo ezali se na Bakongo mwa ndambo na Maniema oyoki te bipai na bipai mbujuma bayibi bakite électoraux toyoki kuna na
bipai ya Lusambo, bipai ya nini oyo Kole bayibi mpe bakite électoraux. Et puis révision wana eza kosalama ndenge mbembe atambolaka soki na Congo esali sanza mine toza na 11 provinces li koloba te tokosala sanza tuku mine na mine yango wana tolobi ngonga ekoki mpo na biso bakongolais tobanda deja kozala na makanisi mpo tozonga lisusu na mikakatano mina te yango biso Union pour la Nation tolobi toza kozela date ya le 6 septembre mpo maponami ya président de la République efo banda le 6 septembre 2011 toza kozela pe bureau ya CENI Etiama. Ça fait 50 ans qu'on n'a pas connu des régimes démocratiques. La crise de légitimité était toujours dans nos murs. Les Congolais étaient habitués à se partager le pouvoir dans les salons, dans les conférences et ailleurs. Cette culture-là a continué. Les élections qu'on a eues en 2006, pour certains, c'est comme un accident. Ils rêvent encore au retour aux négociations. Ils rêvent encore à Sun City 2. Ils pensent qu'ils peuvent encore s'asseoir ensemble pour faire une transition. Il y a ceux qui me demandent aujourd'hui que pasteur, non, vous n'êtes pas prêts, trouvons un temps. Notre engagement comme bureau est qu'on puisse habituer le Congolais aux élections chaque 5 ans. Comme aux États-Unis, ils savent que c'est après 4 ans, le mandat est parti. C'est dans la conscience des gens. C'est dans leur subconscient. Tout politicien sait que 4 ans, je suis parti. En France, c'est 5 ans. Et nous voulons aujourd'hui qu'on puisse respecter ça, que le Congolais sache que après 5 ans, on doit aller aux élections. Donc, il y aura élection, il y aura repos. C'est pour ça que nous tenons à ce qu'il y ait élection le 28 novembre et que les gens sachent que, donc tous les 5 ans, il y aura élection. Nous avons la mission de la consolidation et d'inculquer ça dans la vie politique du Congolais. Le numéro 3. Atosala, awutobo mwana moko. A confrontation at the airport in Congo's capital, Kinshasa. Etienne Tshisekedi, the key opposition presidential candidate in Monday's poll, is stopped from leaving the airport to hold his final campaign rally by hundreds of armed police.
He accuses the incumbent President Kabila of being behind the blockade. I am Kabila's prisoner. The international community should come and see how I am victim of another presidential candidate. He's trying to stop me from winning. Earlier, thousands of opposition supporters had gathered at the airport to welcome him, but things between them and the police turned ugly. Comment se sont déroulées ces élections et surtout comment a réagi la population? Trois Tamis a sillonné la ville de Bukavu et ses environs à la recherche de ces informations. Les élections se passent impeccablement. Dans tous les cas, on s'est retrouvés facilement comme depuis des jours. On a su où s'orienter. Nous sommes arrivés et les choses sont passées très impeccablement. Jana nilifika hapa nikaangalia nimero yangu na kwenye ndaingia kisha nikarudia njoo nikaingia tu kumustari na nikapita. Bali nipatia kwanza bilte ya kwanza ya president nikaingia mwa ile chambre pale nikadeposer mwa ile mbegeti ya bleu. Kisha nikatoka nikatwala tena ya badepite nikaingia tena kule nikaikunja nikaingia tena kumbegeti ya orange. Ici, il y a les observateurs qui sillonnent par-ci par-là. Les témoins des partis, les témoins des candidats sont là-bas. Bonne chose. Nous pensons que le vote sera exactement démocratique. Il y a un courage de la part des politiques à pouvoir tenir ce délai du 28, souvent et parfois envers et contre et tout. Maintenant, il y a des défis majeurs. Il y a par exemple le fait que beaucoup de gens ne sont pas suffisamment informés. Il faut savoir que ici chez nous au Congo, nous avons plus de 83% de population qui ne savent pas lire et écrire. Vous voyez, la majorité des gens ici ne savent pas lire et écrire et ça sera aussi un défi important. Le deuxième élément, le fait que la Commission électorale nationale indépendante, elle a eu le courage d'organiser ces élections, mais à mon avis, elle n'était pas suffisamment préparée pour organiser ces élections pour aujourd'hui. Je crois que la culture démocratique pour le peuple congolais, ce n'est pas le moment. Parce que les gens viennent, quand ils sont devant les observateurs, surtout quand ils ne savent pas écrire, ce sont les témoins qui les dévient. C'est ce que je regrette. Bon, nous croyons que c'est nous les témoins qui doivent nécessairement montrer celui qui ne connaît pas lire pour qu'il ne puisse pas abîmer les bulletins de vote. Mais les chefs du bureau B, ils ne veulent pas bien expliquer comment montrer les gens là où il va cocher. Et puis il y a un autre problème que je viens d'observer là-bas. Il y a celui qui ne connaît pas comment il va voter, si il va cocher ou bien il va signer. Donc je remarque que l'enseignement pour voter, ce n'était pas bien pour la population de la RDC. Au niveau de Kabare et de Chibumbiro, il a été dit, les gens se disent, comme nous sommes bousculés, nous ne savons pas voter, nous allons rentrer à la maison et c'est fini pour aujourd'hui. Donc les bulletins nuls doivent nécessairement être nombreux, presque dans tous les centres. Il y a le problème des listes, c'est-à-dire que les gens n'ont pas été suffisamment préparés. Que les électeurs font des défilés sur beaucoup de bureaux où ils ne sachent pas où se trouve leur nom. Et tout cela, pour les gens qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de possibilités, ça ne facilite pas les électeurs de remplir leurs devoirs de citoyens. Tunakia voter. Sasa hapa ndio nifanyizaka enrollment. Toutefois, kwa nifanyiza enrollment, banaandika kwa carte d'électeur kama kwa familia day. Kufika kwa familia day, napita mudi bureau de vote. Nakutana siko pale vile. Alors, nakuwa tena obligé nifike hapa hivi. Problème yenyewe nilitosha kule vile nakutana nayo iko hapa hivi. Alors, sijue ndavote tena wapi. Chef de centre nimongelesha banangalia muliste yote siku. Na hapa hivi vraiment niko na le problème, sijue kama ndavote wala kama sitavote. Balisema hivi ku radio kwanza, pardon kwa kidogo. Banasema oka unajikutana kuliste hauko. Kwa bali kutuma hauko. Unarudia kwenye ulifanyiza enrollment. Sasa ndio problème yenyewe niko nayo hili. Il y a des gens qui sont ici depuis minuit. Maintenant, si je regarde la montre, il est 15 heures. C'est quand même assez fastidieux pour des gens qui, peut-être, n'ont pas bu, n'ont pas mangé, n'ont pas de moyens de transport depuis le matin jusqu'à maintenant. Mais je trouve que c'est une preuve de la maturité démocratique d'un peuple pour ces deuxièmes élections. Je suis vraiment très très content et très ravi d'avoir accompli mon devoir de voter aujourd'hui le président
et les députés nationaux. Et moi, je suis vraiment très content d'avoir accompli mon devoir. De délibération sur les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011 en République démocratique du Congo. L'an 2011, le 8e et le 9e jour du mois de décembre, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante s'est réuni pour délibérer sur les résultats de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011. Étaient présents les membres du bureau suivants: le révérend pasteur Daniel Ngwemulunda Nyanga, président; le professeur Jacques Joly Essengekeli, vice-président; Monsieur Mathieu Pito, rapporteur; Monsieur Laurent Ndaye Nkondo, premier rapporteur adjoint; Madame Mami Enongo Eloke Alukata, deuxième rapporteur adjoint; Madame Carole Kabanga Koy, questeur; Madame Élise Mouimouzi Kinja, questeur adjoint. Le bureau de la CENI reconnaît qu'il y a eu des problèmes dus aux difficultés logistiques de localisation des bureaux et s'engage à apporter les aménagements nécessaires afin d'améliorer ces opérations dans l'avenir. Sur les résultats des scrutins en général, il a été relevé que pour l'ensemble du pays, les résultats se présentent comme suit. Nombre total des inscrits, 32 024 640. Nombre total de votants, 18 911 572. Taux de participation, 58,81%. Bulletin nul, 768 468. Suffrage valablement exprimé, 18 143 104. Suffrage obtenu par candidat: Andeka Djambajan, 128 820, soit 0,71%. Bombole Intole Adam, 126 623, soit 0,7%. Kabila Kabange Joseph, 8 880 994, soit 48,95%. Kakese Malela François Nicéphore, 92 737, soit 0,51%. Kamere Loakaningini Vital, 1 403 372, soit 7,74%. Kachala Lukumwena Oscar, 72 260, soit 0,4%. Kengo Wadondo Léon, 898 362, soit 4,25%. Mboussa Nyamwisi Antipas, 311 787, soit 1,72%. Mobutu Nzanga Ngambawe François Joseph, 285 273, soit 1,57%. Mukendi Kamama Josué Alex, 78 151, soit 0,43%. Tshisekedi Wamulumba Etienne, 5 864 775, soit 32,33%. La Commission électorale nationale indépendante constate que le candidat Kabila Kabange Joseph a obtenu la majorité simple des voix pour avoir réalisé 8 880 944 voix, soit 48,5% des suffrages valablement exprimés. En foi de quoi est dressé le procès verbal fait à Kinshasa le 9 décembre 2011 pour le bureau. Révérend docteur Daniel Ngwemulunda Nyanga, président; professeur Jacques Joly Essengekeli, vice-président; Mathieu Pito, rapporteur; monsieur Laurent Ndaye Nkondo, premier rapporteur adjoint; madame
Mami Enongo Eloke Alukata, deuxième rapporteur adjoint, Madame Carole Kabangakoy, questeur, Madame Elise Mouimouzi Kinja, questeur adjoint. Je vous remercie. La élection Oyo Touti Kosala le 28 novembre dernier. Maloba Oyo naza komona yango lokola provocation ya peuple na biso. Yango nazali komona yango lokola aliseki. Yango wana banda lelo ndenge bino moko bolobaki bolingaki nazali président élu ya République démocratique du Congo. Napesi bino merci mingi pour la confiance oyo bozali kopesa na ngai. Mpe nasengi bozala lokola moto moko nsima na ngai mpo totala makambo nini ekosalema na mikolo oyo ekoya. Nasengi bino banso bozala kimia, bozela eloko nini nakoyebisa bino mpo te totala epai wapi banguna ya Congo balingi kokende na biso. Nasengi na communauté internationale oyo asengi ngai mpo te processus oyo esalema na kimia. Nasengi bango mpo bazwa solution na problème oyo mpe basala nyonso ezali na bango mpo te makila ya mwana Congo etanga lisusu na mabele ya Congo te. Merci mingi. La Fondation Carter du nom de l'ancien président américain avait des observateurs sur le terrain et c'est une association que l'on connaît pour son sérieux. Et la Fondation Carter a fait tout un rapport, enfin plusieurs rapports dont un ce week-end dans lequel elle dénonce des irrégularités en disant tout ça rend ce processus peu crédible. Mais la Fondation Carter, comme pratiquement tous les observateurs qui étaient sur place, à aucun moment ne dit eh bien ces élections n'ont pas fonctionné, on va devoir les annuler. Alors quelque part, le gouvernement se retranche aussi derrière tous ces observateurs qui font des rapports, mais qui n'interviennent pas à un moment pour dire ça suffit, ces élections ne se sont pas déroulées comme il fallait. Alors est-ce que le président Kabila va céder et va partir ? Là, franchement, je pense que le président Kabila, fort d'un résultat qui, pour le moment, est en tout cas n'est pas contesté par la communauté internationale, ne va pas partir demain. Ça, il y a peu de chance. RTNC, elle, toujours dans son avant-gardisme légendaire, ne cesse d'appeler le peuple à se pencher du côté de la légalité, car c'est seule la légalité qui sous-tend la paix, laquelle rend possible la marche vers le développement. Aujourd'hui, nous avons un invité, un natif des terres quinoises, Marco Bangouli, ancien PDG et ancien ministre, aujourd'hui à la tête d'un parti politique qu'il a créé et aujourd'hui aussi candidat député à la Tchangou. La première question que nous lui avons posée a été celle de nous dire sa lecture personnelle des résultats provisoires de la présidentielle 2011 tels que les a proclamés la Commission électorale nationale indépendante. Comment est-ce que j'interprète les résultats tels que la Commission électorale nationale indépendante nous les présente aujourd'hui? Je regroupe d'abord ces résultats par province, puisque nous avons 11 provinces, les provinces qui sont favorables à l'un ou l'autre candidat. Je me limite à ces deux grands challengers, c'est-à-dire le président Kabila et le président Tshisekedi. Ce regroupement m'amène à constater ceci. Nous avons comme en 2006
un groupe de provinces qui sont favorables à l'opposition, à un autre groupe qui est favorable à Joseph Kabila. Le groupe favorable à l'opposition est resté le même, le Bas-Congo, Kinshasa, l'Équateur et les deux Kasaï. Nous constatons qu'en 2011, le Bandundu, qui en 2006 était dans le groupe de l'opposition, est passé aujourd'hui dans le groupe de provinces qui ont donné leur faveur à Kabila. De l'autre côté, comme la comparaison entre 2006 et 2011 nous amène à constater que le Katanga, le Maniema, les deux Kivu, nord, sud et nord, la province orientale, à laquelle s'ajoute maintenant le Bandundu, ont accordé leur faveur à Joseph Kabila. La première question de ce constat, cela paraît-il réaliste par rapport aux réalités du terrain politique congolais? Je dis oui pour deux raisons. La première, c'est que nous revivons l'expérience de 2006. Nous n'avons pas remis en cause cette répartition ou ces faveurs que les provinces avaient accordées à l'un ou l'autre candidat. À l'époque, c'était Jean-Pierre Bemba. Personne n'avait mis en doute que l'opposition ait accordé dans ces provinces-là leur faveur à Jean-Pierre Bemba. Et donc je dis oui, cela reflète une certaine réalité sur le terrain. Deuxième raison de réalité, je dis oui parce que n'oublions pas que nous sommes en Afrique, et en Afrique, les réalités politiques sont très liées aux réalités sociologiques. Lorsque vous constatez en Équateur, dans la province de l'Équateur, celui qui a le plus grand score n'est pas un des deux challengers. C'est le président Kengo du Sénat qui obtient à l'Équateur, qui est sa province d'origine, le plus grand score. Et pourtant, il n'est pas parmi les deux premiers. Et lorsque vous constatez dans les deux Kivu, le score réalisé par le candidat Kamere est très éloquent et je dis félicitations. Mais parce qu'il est dans son fief natal. Et donc, lorsque nous regardons maintenant pour les deux grands challengers, nous voyons que Joseph Kabila réalise un grand record à l'Est parce qu'il est d'origine de l'Est, sans que nous appuyions sur les origines des uns des autres, nous cherchons un Congo uni, mais nous ne pouvons pas nier non plus des réalisations de réalités sociologiques. Et donc le Katanga, le Maniema, les Kivu, la province orientale est accordé leur faveur à Kabila, nous paraît tout à fait réaliste, et tout comme le Bandundu, aujourd'hui, grâce certainement à des alliances politiques réalistes que Kabila a faites avec le Bandundu, aujourd'hui le Bandundu a basculé du côté de la majorité. Lorsque nous regardons du côté des provinces qui ont accordé leur faveur au candidat Tshisekedi, nous voyons que c'est le même phénomène sociologique. Les deux Kasaï ont accordé presque à 80% leur faveur à leur fils. Et l'Équateur, c'est le vote du MLC, sans doute, puisque le MLC avait accordé sa faveur à Jean-Pierre Bemba en 2006. Aujourd'hui, il avait à choisir entre le fils du terroir, qui est Kengo, et Tshisekedi. C'est ainsi que les deux réalisent le plus grand score à l'Équateur. Kinshasa est le bastion de l'opposition de tous les temps. Et toutes les grandes villes du monde sont des bastions d'opposition, pour plusieurs raisons, sur lesquelles on pourra revenir peut-être. Et cela ne nous étonne pas que, de nouveau, à Kinshasa, l'opposition a réalisé un grand score, bien que Kabila a amélioré son score à Kinshasa. Voilà une première cartographie des résultats. Une autre question, c'est celle de savoir si ces résultats proclamés par la CENI reflétaient bien la réalité des urnes. D'où cette autre question, pourquoi cette vague de contestation et de contestation? Pour arriver, avant de rentrer dans les chiffres, à démontrer est-ce que les résultats tels que nous les présente
reflète-t-il une certaine réalité sur terrain? Avant d'arriver, que ce soit les observateurs nationaux et internationaux, à analyser d'autres problèmes pour lesquels on va revenir certainement dans les chiffres et les irrégularités, il faut d'abord voir si le scrutin, les résultats tels qu'ils présentent, tels qu'ils sont présentés par l'organisateur, reflètent une certaine réalité. Et là, je confirme, avec la petite expérience que j'ai, que ces résultats reflètent la réalité, heureusement ou malheureusement, sociologique de l'Afrique. Il ne faut pas penser que nous sommes des Blancs, les Occidentaux, qui ne prennent pas en compte cette réalité. Chez nous, nous avons la réalité sociologique qui nous tient à la peau lorsque nous faisons la politique. Dieudonné Oyattemboué, je le disais, vous suivez particulièrement les processus de démocratisation en Afrique. Comment est-ce que vous jugez le processus électoral au Congo? Vous avez vu, je suppose, le rapport de la Fondation Carter. Et c'est vrai, ils disent les résultats ne nous permettent pas de dire si l'ordre de sortie des urnes est bien celui-là ou pas. C'est aussi votre avis. Il y a sans doute eu des fraudes, mais c'est difficile de dire quels ont été leurs impacts. À mon avis, l'intérêt du rapport de la Fondation Carter, c'est de démontrer, avec quelques exemples à l'appui, ce qu'on appelait des irrégularités. C'est plus grave que de simples irrégularités. Quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, à Malemba-Nkulu, ce qu'ils ont mis en avant ou ailleurs, on peut... C'est quoi, par exemple? On trouve dans une région favorable au président de la République un taux de participation qui est de presque 100%, et là, il est élu aussi à presque 100%. Tout le monde a voté pour lui. Tout le monde a voté pour lui, et presque tout le monde était là. C'est-à-dire qu'entre l'enrôlement et les jours d'élection, il n'y a pas eu de décès, il n'y a pas de gens malades. On peut se poser des questions là-dessus. Mais il appartient alors à l'opposition de pouvoir saisir ces genres d'arguments pour aller justement devant les instances juridiques pour contester les résultats. Parce que ce sont comme des indices sérieux de dysfonctionnement dans le système électoral. Et malheureusement, j'ai l'impression que le président M. Tshisekedi a pris l'option de ne pas saisir les instances. Et cela est un peu contre-productif de mon point de vue. Marie Jacob, c'est vrai qu'il y a la Cour suprême, Étienne Tshisekedi dit c'est la chose de Kabila, ça sert à rien. C'est sa stratégie, c'est l'affrontement. Je ne sais pas si c'est l'affrontement, mais en tout cas, il ne reconnaît ni la commission électorale, ni le Conseil supérieur de justice, dont les magistrats, sur proposition du collège des magistrats, si je ne me trompe, sont quand même nommés par le président. Tout à fait. Et donc, Étienne Tshisekedi dit, mais quel intérêt est-ce que moi j'ai à aller contester des résultats devant le Conseil supérieur de la justice, dans la mesure où tous les magistrats sont acquis au président. Donc le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien vers quoi on va. Il ne conteste pas les résultats. Pour le moment, c'est un face-à-face dont on ne sait pas de quelle manière il va s'arrêter. À la date du 12 décembre 2011, la Cour suprême de justice a, au titre du contentieux des résultats provisoires, enregistré les recours du parti politique dénommé Union pour la nation congolaise, UNC en sigle, représenté par M. Vital Kamerhe Lwakanyingini, enrôlé sous le numéro RCE 011-PR. Après examen des moyens formulés par le requérant, et là par arrêt RCE 011-CR du 16 décembre 2011, déclaré non fondé les 10 moyens et par conséquent rejeté ces recours. C'est pourquoi la Cour suprême de justice, siégeant conformément aux dispositions des articles 161, alinéa 2 et 223 de la Constitution et faisant application des articles 74, alinéa 3, 74 bis et 101 de la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, modifiant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, le ministère public entendu
proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011 ci-après. Ndeka Djamba Jean, 128 820, soit 0,71%. Numéro 2, Bombole Intole Adam, 126 623, soit 0,70%. Numéro 3, Kabila Kabange Joseph, 8 880 944, soit 48,95%. Numéro 9, Mobutu Nzanga Ngwangewe François Joseph, 285 273, soit 1,57%. Numéro 10, Mukendi Kamama Josué Alex, 78 151, soit 0,43%. Numéro 11, Tshisekedi Wamulumba Etienne, 5 864 775, soit 32,33%. En conséquence, proclame élu à la majorité simple président de la République démocratique du Congo, M. Joseph Kabila Kabange, dit qu'il n'y a pas lieu au paiement des frais d'instance, ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 16 décembre 2011, à laquelle ont siégé le magistrat Kitoko Kimpele Jérôme, premier président, Bombulu Bombongo Simon Dedonné, Bikoma Bahinga Martin, Funga Molima Mwata Prince Evariste, président, Ubulu Mpungu Jean, Bouchirimani Mwata, Mukengule Muderwa, conseiller, avec le concours du ministère public représenté par le premier avocat général de la République, Minga Nyamankwe, et avec l'assistance de M. Chimpaka Batubenga Jean-Pierre, greffier du siège. Je vous demande donc de non seulement garder votre calme et votre sérénité, parce que quelqu'un qui est vainqueur ne s'agite pas, ne se trouble pas, au contraire, il reste serein. Je vous demande donc de rester serein et de créer ce climat dont, encore une fois, je viens de vous le répéter, les investisseurs ont besoin. Quant aux fauteurs à nos troubles, à commencer par M. Kabila, je vous demande à vous tous de rechercher ce monsieur partout où il est dans le territoire national et de me l'amener ici vivant. Celui qui m'amènera Kabila ici ligoté aura une récompense très importante. De même, le gouvernement de M. Kabila est démis depuis ce jour.
et les départements ministériels seront dirigés par les secrétaires généraux jusqu'à nouvel ordre. Ainsi que les 11 gouverneurs de province sont également démis de ce jour et remplacés par les secrétaires provinciaux. De tous ces gens, personne ne doit quitter le territoire national jusqu'à ce qu'ils puissent faire la remise et reprise avec leurs successeurs. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de l'armée nationale congolaise, vous avez suivi, comme tout le monde, le déroulement des élections du 28 novembre dernier. Et vous connaissez ce qu'a été la volonté du peuple souverain. Je vous enjoigne de n'obéir qu'à l'autorité légitime qui a été votée par notre peuple et ne plus obéir à des individus aventuriers et criminels qui demain auront à se justifier devant non seulement la justice congolaise, mais également devant la justice internationale. Officiers, sous-officiers, caporaux et policiers de la police nationale souveraine, vous ferez de même. Fonctionnaires de l'État, vous ferez de même pour que le Congo puisse à jamais quitter la voie du désordre, de la corruption et des antivaleurs pour s'engager définitivement sur la voie du développement. Je vous remercie de votre écoute. Moi, Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Les rôles étant ainsi épuisés, l'audience publique et solennelle de la Cour suprême de justice est levée.
Nous passons maintenant au symbole du pouvoir ancestral. Masultani wa asili Mikombe wanaleta zawadi kwa rais. Ce cérémonial a atteint sa vitesse de croisière, c'est le cas de le dire. Après la prestation du serment constitutionnel, le chef de l'État bénéficiaire 11 et chacun d'eux a droit à un coup de canon. Chacun d'eux a... En fait, Mikombe, il s'agit de 21 coups de canon. Peuple congolais, distingués invités, mesdames et messieurs, ce jour du 23 décembre 2011 marque d'une empreinte indélébile l'histoire de notre pays par le passage d'un régime dictatorial bafouant les droits de l'homme à celui réellement démocratique que le peuple congolais s'est choisi. En effet, en date du 28 décembre 2011, les élections présidentielles et législatives ont été organisées dans notre pays afin de donner à notre peuple le droit de voter et d'élire ses dirigeants. À l'issue des travaux de dépouillement du scrutin présidentiel, au moyen des procès-verbaux affichés devant les bureaux de vote, dont les résultats ont été récoltés tant par les témoins que les observateurs nationaux et internationaux, M. Étienne Tshisekedi Wamulumba avait recueilli plus de voix que les autres candidats, totalisant 52,6% du suffrage. Les animateurs de la commission électorale nationale indépendante, CENI en abrégé, n'ont pas jugé bon, pour des raisons qui leur sont propres, de respecter et de rendre publique la vérité des urnes traduisant l'expression fidèle du peuple congolais relative au choix de son président de la République. Moi, Étienne Tshisekedi Wamulumba, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de respecter la Constitution et les lois de la République, de défendre son unité nationale et l'intégrité de son territoire, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, et de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées.
Sasa